Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. J'espère que le son va fonctionner, donc désolé pour ça. Je vais rester assis également cette vidéo. En règle générale, je me mets debout parce que ça me pousse à être plus court. Ça marche pas forcément, mais voilà. Donc là, je reste assis parce que pour celles et ceux qui le savent, voilà, j'ai encore quelques problématiques. Donc il faut pas trop tirer sur les points de suture, etc. Donc on va faire comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si ce n'est que ce qu'il faut bien comprendre sur le marché, c'est toujours la même chose. Le marché, quand il va se mettre à baisser, tout le monde va vous expliquer que c'est parce que l'inflation, finalement, elle remonte plus que ce qu'on aurait cru. Donc, la baisse des taux sur laquelle on a tant parié, sur le fait où on pensait que les taux allaient baisser de 1% en 2024, via cette baisse des taux, finalement, on s'était satisfait que ça allait être 3, que ça allait être à partir de mars, à partir de mai, à partir de juin, à partir de septembre, bref. On ne fait que reculer l'échéance, si vous voulez, et le marché pour autant continue de monter. Ce qu'il faut bien vous dire, si vous voulez, c'est que le flux est plus fort que tout. À partir du moment, vous allez vous rendre compte que quand vous avez une grosse tendance haussière, voire une exponentielle, les mauvaises nouvelles n'ont pas d'impact. Ou alors elles ont des impacts qui vous font revenir sur des supports et paf, catching, vous avez tout le monde qui rachète ce support-là et ça repart de plus belle. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que dans une semaine, un mois, le narratif sera le même. On vous expliquera à ce moment-là que le marché corrige parce que on se rend compte que finalement les taux vont pas baisser si vite que ça. On se rend compte que même si on commence à baisser les taux, eh ben on a une activité économique qui commence à baisser aussi. Le consommateur commence aussi à tirer la langue. On a une inflation qui reste persistante à cause des matières premières, de la relance des pays émergents, de la baisse du dollar, qui pousse un certain nombre de matières premières, le pétrole, etc., à se renchérir et qui impacte encore plus le pouvoir d'achat du consommateur. Et ce consommateur, donc, il va réduire ses dépenses sur d'autres éléments pour pouvoir continuer de se payer un plein d'essence à son V8. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est de comprendre, si vous voulez, que tout vient en son temps. Ce n'est pas le marché qui est débile, si vous voulez, c'est de bien comprendre qu'à un moment donné, vous avez des flux, et ces flux-là sont capables, si vous voulez, de contrecarrer n'importe quelle mauvaise nouvelle. Mais pour autant, ces mauvaises nouvelles, elles attaquent le marché petit à petit. Et c'est pour ça que dans, je sais pas, quelques semaines peut-être, on vous expliquera partout que c'est normal que le marché baisse ou corrige, parce que finalement, on va pas avoir les baisses de taux qu'on avait escomptées, etc. Et vous vous direz, ouais, mais en même temps, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour avoir déjà pensé ça. Je veux dire, c'est un truc qu'on avait déjà dit il y a 6 mois. Et ça n'a pas empêché le marché de faire plus 30% entre-temps. Donc c'est ça que vous devez toujours vous dire, c'est toujours vous méfier un petit peu de ce narratif-là, des choses qui sont évidentes si vous voulez, mais qui parfois ont une latence. Il y a un degré de latence, il y a un temps certain entre le moment où le marché va réaliser un certain nombre de choses et va s'accaparer du narratif et le moment où les flux sont plus forts que tout. C'est la même chose, si vous voulez, quand le marché baisse et est en panique baissière. Vous avez beau avoir des bonnes nouvelles, vous vous rendrez compte que le marché ne réagit pas, ou les petites réactions sont tout de suite vendues. C'est parce que vous avez toujours un flux qui est en panique, trop important pour que les bonnes nouvelles aient une prise. Et donc il faut un temps certain pour construire le retournement du narratif. Donc c'est toujours la même chose. Donc cette semaine-là, ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est qu'en gros, on valide cette idée que on a un rebond de l'inflation. Maintenant, il faut faire attention, il ne faut pas se la faire en mode Marc Toiti, en mode on va repartir en hyperinflation d'un coup. Non, il faut procéder par étapes. Ce qui remonte, c'est avant tout les métaux, les matières premières. Ok. Donc c'est ça qu'il faut d'abord regarder. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si vous avez une remontée des métaux parce que les pays émergents, parce que le dollar, parce que les Moyen-Orient, parce que si, parce que mi, évidemment, vous avez remonté des métaux, remonté des matières premières, ça impacte votre consommateur consomme moins, donc finalement, l'inflation est quelque part son propre ennemi, parce que plus l'inflation remonte, plus ça impacte notre consommateur qui va finir par vraiment tirer la langue, plus il réduit ses dépenses, et plus il poussera à la désinflation plus tard. Ok. Donc il faut juste faire un petit peu le distinguo, et un petit peu c'est le quintet, et essayer d'avoir le quintet dans l'ordre. Donc c'est toujours la même chose, si vous voulez, c'est comme en 2007, globalement, on avait eu un pic des métaux, un pic des matières premières, c'était l'exponentiel.
tout allait bien dans le monde parfait, et à un moment donné, on se dit: «Ah ben non, toute cette hausse des matières premières va impacter mon consommateur et qui va finir par entrer en crise, et donc forcément mon économie va commencer à tirer la tronche». Donc c'est toujours la même chose, on procède par étapes. Donc ce que l'on a sur les taux cette semaine, globalement, bah, c'est ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire qu'on a joué le pivot de la Fed, on a joué la baisse des taux, et maintenant on est en train de jouer, si vous voulez, la digestion. C'est de se dire qu'il faut attendre plusieurs mois pour trancher dans le vif du sujet. Est-ce que ce rebond de l'inflation, c'est un vrai rebond et une vraie reprise de l'inflation, au-delà de juste le rebond technique dans une tendance désinflationniste qui reste encore le gros morceau? Ou est-ce que je vais commencer à m'inquiéter du fait que mon consommateur commence à tirer la langue? Parce que jusqu'à maintenant, je joue le no landing même. Je joue le no landing, je joue le bas de cycle, et donc la remontée éventuellement et la reprise économique. Et donc je vais commencer à avoir peut-être que ben, c'est peut-être plus la croissance molle qu'il va falloir que je joue. Donc peut-être un petit peu de stagflation à nouveau qui reviendrait. Voire je peux dans quelques mois avoir peur de la récession si mes matières premières, ma stagflation est due uniquement à la hausse de mes matières premières qui va m'impacter mon consommateur encore plus. Donc ce sont ça, les éléments qui peuvent faire peur au marché pour justifier en prétexte, si vous voulez, qu'à un moment donné, il va falloir reprendre le souffle, il va falloir corriger. Et le prétexte est d'autant plus fort, si vous voulez, que c'est essentiellement sur les valeurs de croissance qu'il faut qu'on impacte ce narratif-là, et essentiellement donc sur les GAFAM, alors les GAFAM, N, etc., on peut rajouter quelques lettres, pour, à un moment donné, si vous voulez, ces hausses exponentielles, il va falloir les corriger au prorata. Et c'est ça qui va vous donner l'impression de voir les marchés corriger lorsque vous allez regarder les indices, parce que les grosses pondérations vont corriger. Mais à côté de ça, ça n'empêche pas qu'il y a un paquet de petites pondérations ou de valeurs de pays émergents ou de secteurs d'activité qui vont prendre les flux, et c'est la rotation. Je pars du principe, et pour l'instant c'est ce que le marché nous démontre, que le marché ne va pas se casser la figure sur tout. On ne va pas englober tout et tout ne va pas se casser la figure. Ce que l'on voit, en fait, c'est un marché qui reflue sur un certain nombre de valeurs qui ont très bien progressé jusqu'à maintenant et qui sont essentiellement les très grosses caps. Et alors, quand je parle de reflux, c'est des petites consos à ce stade-là, hein, c'est rien de bien méchant. Mais pour autant, on continue d'être acheteur sur beaucoup d'autres choses à côté. Donc c'est là où, en gros, vous voyez vos indices, ben, vous les sortez de votre vue. Il va falloir, on rentre dans une période où il ne faut pas trop regarder l'indice. Parce que l'indice, ils sont trustés, si vous voulez, par les grosses caps. Alors après, les indices, vous avez des indices européens, comme j'ai montré dans une vidéo que j'ai publiée en milieu de semaine. Je la vous mettrai en fin de vidéo de celle-ci pour que vous alliez la voir. C'est un petit peu de bien regarder comment sont formés les indices. Vous avez des indices européens qui sont plus value, qui sont plus diversifiés, plus cycliques, etc. Et vous avez des indices américains qui sont un peu trustés par les valeurs de croissance et la tech, bien entendu. Donc ça aussi, voilà, va falloir faire la part des choses. Et si vous regardez sur ce mois écoulé, globalement, ce qu'on voit bien, c'est une surperformance de marchés européens, l'Italie par exemple, les pays du Sud, la Chine également qui rebondit, mais là c'est du rebond technique par rapport à la baisse, par rapport au marché américain. Donc c'est toujours la même chose si vous voulez. Pour l'instant, il n'y a pas une fuite des capitaux des marchés en mode on va tous mourir. Il y a pour l'instant des prises de profit qui peuvent sembler légitimes sur un certain nombre de valeurs qui ont quasiment doublé sur une année glissante, et ce n'est pas des petites valeurs, on parle de très grosses caps. Et donc quand vous avez du Nvidia par exemple, qui a même fait du x3 ou du x4, je ne sais plus, mais qui va perdre 10% ou 15% sur 2 séances, ce qu'il faut vous dire, c'est d'un côté, c'est normal parce qu'on vient quand même de doubler ou de tripler en l'espace de 2 mois, mais d'un autre côté, c'est la troisième plus grosse cap boursière mondiale, et elle est capable d'avoir une volatilité de 4% sur 2 séances. Donc, on parle, je ne sais pas, de 300 ou de 350 milliards de dollars. Donc, le marché dans lequel on est en train d'entrer, si vous voulez, c'est un marché où il ne faut pas avoir peur de la baisse, c'est la volatilité qui est importante. Et bien comprendre que même des très grosses caps, comme du LVMH, comme du Nvidia, comme du Microsoft même, ben vous pouvez vous retrouver à un moment donné avec des volatilités à 10%. Et ça, entre guillemets, c'est pas normal. Ok, les très grosses caps comme les indices, on va plutôt aller chercher ça parce que justement, on a peur de la volatilité et on veut un truc un peu plus tranquille, si vous voulez, où j'ai pas à devoir à gérer une volatilité dans mes investissements.
Et c'est ça que le marché, à mon avis, va devoir intégrer ces prochains mois et va devoir rediversifier un petit peu les portefeuilles. C'est pour intégrer le risque accru de volatilité sur des très grosses capes. Bien entendu, quand ça monte, personne ne se rend compte du risque de volatilité, quand c'est dans votre sens. Mais quand vous commencez à avoir de la volatilité un jour à moins 10, le lendemain +5, le lendemain -7 et puis +3 sur des très grosses capes comme ça et sur des indices, ben vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience du risque qui rajoutera à la volatilité. Donc c'est ça pour moi ce qui va être intéressant ces prochains mois, si vous voulez, c'est de voir un petit peu comment le marché est capable d'absorber ce risque, entre guillemets, qui est la volatilité, parce que ça impacte évidemment les émotions, ça impacte les plans, ça impacte donc du coup les effets d'engrenage qui peuvent éventuellement avoir lieu de la même manière que quand vous êtes dans les hausses exponentielles, c'est des effets d'engrenage en mode FOMO, etc. Donc éventuellement le procédé inverse. Mais je pars du principe, si vous voulez, qu'on ne va pas retourner le marché comme une crêpe, mais vous pouvez avoir des volatilités de 10-15% sans pour autant inverser la tendance de fond, qui seront achetées et qui permettront de construire des figures qui sont très larges, mais voilà, c'est des volatilités de 10-15% qui peuvent avoir lieu. Donc quand on regarde nos taux, en fait, ils ne font que renforcer et valider le fait qu'on est dans une espèce de digestion, c'est-à-dire qu'il faut attendre plusieurs mois encore certainement pour savoir un petit peu plus. Est-ce qu'on va vraiment jouer la baisse des taux? Mais pour moi, ce qu'on valide aujourd'hui, c'est que oui, les banques centrales vont baisser les taux, mais elles ne vont pas les baisser tant que ça. Elles ne sont pas accommodantes. Elles vont juste essayer de rattraper le gap avec l'inflation, mais on reste toujours dans les taux réels positifs, donc contraignants pour l'économie. Ce qui a fait la différence cette précédente année, c'est que les gouvernements ont continué de raser gratuit. On a encore les élections, donc ça va continuer de raser gratuit jusqu'à la fin de l'année, mais certainement que l'année prochaine, avec un nouveau président, en règle générale, ça va coincer. Puis à un moment donné, voilà, vous ne pouvez pas vous permettre un certain nombre de choses aussi. Je ferai des vidéos plus spécifiques sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Je ne vais pas me transformer. Pour moi, il faut faire attention avec la dette. Oui, les dettes sont importantes. Oui, les intérêts payés sont importants. Mais on est loin de la catastrophe. Et je ferai peut-être un article plus précis sur ça. Voilà, il faut aussi savoir raison garder sur ces éléments-là et ne pas regarder que les ordres de grandeur, si vous voulez, mais relativiser également à la création de richesse qui a été faite et réalisée ces 4 dernières années. Il faut mettre, tout comme vous mettez en face, quand vous regardez la dette d'une entreprise, vous regardez ses actifs en face, vous regardez ce qu'elle crée comme richesse. Ben pour un pays, c'est exactement la même chose. Donc n'oublions pas les créations de richesse qui ont été faites ces dernières années. Et qui permettent de relativiser un petit peu ces niveaux d'endettement, même si à un moment donné ou à un autre, bien entendu, ça coince un petit peu plus. Donc pour moi, voilà, sur ces taux-là, on est dans une phase de pause et de construction. Comme je vous l'ai dit, tant qu'il n'y a pas énormément de volatilité, le marché il apprécie. Là, on commence à avoir un petit peu plus de volatilité. On voit le marché qui commence à nous dire « Ah oui, en effet, mon inflation, elle est un petit peu plus sticky, collante, et donc forcément, mes baisses de taux, ben, je vais en avoir 2 ou 3 sur l'année. Ça va être 0,5, 0,75% max sur toute l'année. Et ce n'est absolument pas certain que je revienne à des taux pré-Covid. Pour moi, le marché, ce que le marché a valorisé, c'est on va redémarrer le quantitative easing à un moment donné ou à un autre, on va remettre les taux à zéro, on va se retrouver à nouveau avec des taux réels négatifs. Voilà, le marché, il a anticipé tout ça. Donc, je suis allé, donc l'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez, ça a été des arguments supplémentaires, mais on a valorisé tout cela. Or, ce qui va se retrouver, c'est que pour moi, l'inflation baisse, certes, mais reste plus élevée que ce qu'on a connu ces dernières années. Les taux vont baisser, certes, mais vont rester plus élevés que ce qu'on a connu ces dernières années. L'économie va baisser, repasser dans une croissance molle. Et la baisse du dollar, pour moi, c'est surtout les pays émergents que l'on va regarder. Et on va diversifier à nouveau tout l'argent qui a été accumulé et concentré sur les US. On va en diversifier une petite partie en mode ruissellement sur les autres pays. Mais comme ça fait 10 ans qu'on décharge ces pays-là, ce petit ruissellement, ça veut dire beaucoup pour eux. Donc c'est ça que je regarde, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas parler, dire le marché va se casser la figure, tout est trop cher, etc. Non, c'est de me dire où va aller l'argent. C'est ça qui est important pour moi. Donc on le sait, l'obligataire est une alternative parce que vous faire payer 5% pour pas prendre de risque, finalement, c'est pas si mal que ça. Donc voilà. Et pour moi, au niveau de mon obligataire, on est là-dedans.
on est dans cette construction-là. Mais avant que je me dise: «Oh mon Dieu, l'inflation repart en mode, inflation forte» et cetera, j'ai besoin de casser ici les taux par le bas. Les 92 là, il faudra casser par le bas. Ça voudra dire que les taux continuent de monter et là, je commence à reparler de ma dette et là, je commence en effet à me poser un certain nombre de questions. Il y a un certain nombre de solutions, mais je ne vais pas les aborder dans cette vidéo. Le jour où on est là, je reviendrai pour faire contrepoids par rapport à tout ce qui pourra sortir certainement de tous les catastrophistes. Ce qui m'intéresse plus, c'est la sortie par le haut. Parce que la sortie par le haut, au-delà de dire baisse des taux et d'applaudir des deux mains et de dire YOLO, c'est bon, on va avoir nos baisses de taux, etc., ça voudra aussi dire que le marché est en train de jouer l'affaiblissement de l'économie. Ok? Pour l'instant, on est dans la figure, on est en attente. Et le marché aussi, il est en attente. Et c'est pour ça que vous avez ces va-et-vient, si vous voulez. On sent qu'il y a des prises de profit, il y a un petit peu plus de peur, etc. actuellement, mais il y a aussi toujours beaucoup de cash, et dès qu'on vient sur un support, on l'achète. Et ça, pour moi, voilà, c'est on rentre dans l'usure, si vous voulez, dans la consolidation, et qui nous amène à l'usure des acheteurs. Mais il ne faut absolument pas tuer les acheteurs trop vite. C'est un marché haussier exceptionnel, très fort, avec énormément de flux. Il faut intégrer, si vous voulez, que ça prend du temps avant de se retourner à la baisse, ce genre de choses, si ça se retourne à la baisse. Donc il faut éviter de penser que, voilà, si ça tombe comme une mouche, des fois ça ne tombe pas comme une mouche, mais si ça commence à corriger plus sévèrement, il y aura des acheteurs qui vont acheter et qui vont jouer les rebonds. Ça sera plus volatile, c'est ça surtout qui sera important. Mais retourner les tendances, je n'y crois pas trop. Donc on va regarder ce qui nous a occupé cette semaine. Le Brent est pas loin de casser par le haut, donc je ne vous fais pas un dessin. Si ça casse par le haut, on va jouer le fait que l'inflation va devenir plus forte, que ça va impacter notre consommateur au fur et à mesure. Mais bon, on jouera le fait que ça impacte vraiment notre consommateur au point de faire baisser l'économie, etc. Pour moi, quand on sera au-dessus des 100 $. Là, c'est encore du pipi de chat. Il faut encore patienter. L'autre élément, évidemment, c'est le cuivre, qui a breaké, et pas qu'un peu. Et ça, pour moi, ça valide bien qu'on joue les émergents. Et j'inclus l'Europe là-dedans, donc métaux, etc. L'euro-dollar, important de regarder. Donc là, on a eu un reflux de l'euro-dollar, mais ce que je continue en fait de jouer, c'est le fait que là, on revient sur l'oblique, qu'on va rebondir sur l'oblique et qu'on va continuer d'affaiblir le dollar. Ce qui renforcerait pour moi les métaux, ce qui renforcerait les pays émergents, asiatiques, l'Amérique latine, etc. Et n'oublions pas toute l'Europe du Sud, qui marche très, très bien, et l'Europe de l'Est. Okay, donc pour moi, c'est ça clairement qu'on joue là-dessus. Il faut que le dollar aide pour pousser ces tendances où l'on voit qui sont en train de germer actuellement. Et ensuite, évidemment, l'or est parti en hausse là aussi exponentielle. Alors, ça reste mesuré, c'est du 5%, hein, donc, mais pour moi, voilà, on a validé les 2100 en support. Si on y revient, ça sera une zone de support dorénavant, donc on est haussier point barre. Mais ça, je m'y attache pas trop. Ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est l'argent. Et l'argent, même chose, on est revenu assez rapidement sur l'oblique. Alors, est-ce que ça passera d'un coup? Est-ce qu'on va consolider un petit peu? Ça, c'est le marché qui va décider. Mais voilà, on est sur la zone. C'est la zone qui est importante pour la suite. Et pour moi, clairement, on joue pas l'inflation là. Hein. On joue clairement la baisse des taux, mais surtout le quantitative easing, le fait qu'on on rentre dans une japonisation en fait. Si l'or et l'argent continuent de pousser leur hausse, pour moi, le marché, au-delà de jouer la reprise de l'inflation qui serait quelque chose d'assez court terme dans une tendance de fond baissière, il joue surtout la japonisation des économies. Donc, c'est surtout ça pour moi que ça veut dire. On va regarder les indices. Ce qui m'intéresse, donc le CAC 40, mais pas avec les dividendes réinvestis. On va prendre le CAC 40 classique. Donc, on est en train de se faire des mèches hautes. Donc, ça veut dire qu'il y a des consos certainement qui vont devoir se faire. Mais il n'y a rien de bien méchant. Je veux dire que ça, c'est le point haut et que ça va se cracher maintenant, vous avez une chance sur deux, quoi. On n'en sait rien. Ça peut être qu'un point haut intermédiaire. On fait une petite conso et potentiellement, on relance et on va chercher 8003, 8004, j'en sais rien. À ce stade-là, voilà, tout ce qu'on peut se dire, c'est que oui, on a eu des 4 sorcières aujourd'hui, on a des mèches hautes qui se font.
Donc à un moment donné, on va reprendre le souffle. Mais on a des supports. Vous avez les 8000 points en gros qui servent de support, les 7009. Tant que vous êtes au-dessus de ça, on reste haussier. Donc c'est-à-dire que même si on devait revenir là d'une manière plus ou moins violente parce qu'on ferait du prorata des hausses exceptionnelles, ça serait certainement acheté. Par contre, ça nous permettrait certainement de construire une figure. Et si cette figure-là est cassée par le bas, on commencerait à accélérer la volatilité. Mais toujours dans une tendance qui resterait haussière, pour moi, à moyen terme, tant que vous allez tenir les 7007. Mais le risque, c'est la volatilité, à cause des exponentielles. Même chose sur le DAX, quelques petites mèches, etc. Vous pouvez revenir chercher les 17006, ça restera du support. Le jour où on casse ça, eh ben, éventuellement, on reviendra travailler cette zone de gap ici. Mais ça restera toujours haussier, il y aura fort à parier que vous allez trouver des acheteurs sur cette zone-là, qui nous permettront ensuite de construire une figure. Et si celle-ci casse par le bas, là, on commencera à se dire qu'on commence à endommager les configurations à moyen terme. Mais on procède par étapes. Okay, si vous allez regarder le MIB, l'indice italien, même chose. On est dans des poussées exponentielles depuis le début de l'année. À un moment donné, il faut souffler, il faut revenir chercher des supports, etc. Mais ça ne remet pas en cause vos tendances haussières. Okay, j'ai besoin de plus de chandeliers, de voir comment on va réagir sur les supports, quelle force on va donner au rebond, etc. Est-ce qu'on va refaire des records ou est-ce qu'on va bloquer et donc construire les figures au fur et à mesure? C'est ça qui va m'amener petit à petit à penser qu'on faiblit et qu'on peut certainement jouer quelque chose, une correction à plus moyen terme. Mais on procède par étapes. Si je vais regarder le Nasdaq 100 dorénavant, là, on est en train déjà d'acter la consolidation. Donc on voit qu'on a bloqué, qu'on a commencé à bloquer cette zone-là, tac, 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 et que là, vous le voyez, les rebonds qui se sont faits, ils ont été de moins en moins puissants, et donc on finit par lâcher. Donc on a usé les acheteurs. Mais quand on dit lâcher, c'est un bien grand mot, si vous voulez, parce que n'importe quel support qu'on va aller chercher, à chaque fois, on a une réaction assez forte dessus. Mais cette réaction, on voit les acheteurs dans l'incapacité de remonter bien haut. Donc, on va chercher un étage plus bas. Je pars du principe, pour moi, que le support, il est là sur les 17006 à 17005, avec une oblique, la moyenne mobile 50 et une zone de gap. C'est cette zone-là où je veux voir les acheteurs, comment ils vont réagir. C'est ça qui va surtout m'importer. Après, évidemment, comme on est dans un monde qui peut être beaucoup plus volatile, il faut partir du principe que c'est absolument pas impossible, qu'on traverse comme dans du beurre ça, et qu'on aille chercher, en fait, un niveau horizontal, qui est plus aux alentours des 17 000. Pour moi, ça ne changerait rien à l'affaire, si vous voulez. Le seul truc qui change, c'est de savoir, il faut qu'on consolide, il faut qu'on reprenne le souffle, mais est-ce qu'on va le faire en mode à plat, c'est-à-dire des petites consos, des petits rebonds, etc., et on a une espèce de truc larvé pendant plusieurs mois pour atteindre une congestion, ou est-ce qu'on va essayer de jouer sur un prétexte X ou Y de peur pour purger beaucoup plus sec, mais pour autant revenir sur des zones à 17 000 points, où pour moi, ça s'achète. Ça se paye pour jouer le rebond au prorata. Et après, on verra où est-ce qu'on bloque, certainement sur la médiane, et ensuite, on commencera à congestionner. Certains parleront d'une épaule, tête-épaule, etc. Bref, on commencera à sortir les figures. Mais voilà, c'est comme ça que je veux le voir. Donc là, on a une première étape de faiblesse que l'on voit donc sur le Nasdaq 100. On ne le voit pas encore sur les autres indices, si ce n'est des petites mèches hautes, mais encore faut-il confirmer l'usure des acheteurs. Okay, donc sur des indices qui sont plus diversifiés, on voit que ça tient un petit peu mieux. Sur des indices qui sont plus concentrés en valeur croissance, on voit qu'on a besoin déjà de prendre le souffle, et ça ne date pas d'hier. On a commencé déjà la semaine dernière, et bon, Nvidia avait un petit peu lancé la sauce sur ce regain de volatilité. Ouais, c'est ça que je regarde. Et pour finir, goupiller cette vidéo, le platine qui est le mauvais élève depuis des années, platine qui est en train, vous voyez, de faire un rebond, d'utiliser les anciens supports, les anciennes résistances comme support éventuellement là, pour essayer de pousser. Il y a encore énormément de boulot, mais voilà, c'est une étape où on voit que l'ensemble des métaux, précieux, mais aussi les métaux économiques, sont en train, petit à petit, de lancer des retournements. Mais voilà, il faut procéder par étapes également, c'est pas encore, en tout cas pour le platine, c'est pas encore une tendance haussière moindre risque, hein, on va procéder un petit peu par étapes. Mais en règle générale, voilà, c'était le mauvais élève. S'il commence à rattraper, c'est que voilà, on a clairement l'ensemble du marché qui est recherché. Et je pense voilà, que j'ai fait le tour. Je vous retrouve pour la seconde partie de la vidéo sur les actions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous les aimez, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire, vous, quelle est votre projection éventuellement pour les prochains mois.
Qu'est-ce que vous allez jouer? Qu'est-ce qui vous intéresse? Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous lire, de vous répondre. Et puis on se retrouve donc pour la deuxième vidéo et n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai publiée, qui doit s'afficher quelque part à l'écran, en milieu de semaine. Excellent week-end à vous les graphes et on regarde les actions dans la seconde vidéo. Salut.